Cette journée du 25 septembre 1915 serait, pour l'armée française, la plus meurtrière de la Grande Guerre. Le 26 juin 2020, vers les 9h, sur la route qui va de Rivière à Blairville, dans le Pas-de-Calais, retentit l'appel d'un véhicule d'urgence. Cette route a été bloquée par les gendarmes et en voici une photo prise à la sauvette. Un ouvrier agricole a heurté un engin militaire avec son tracteur. Et de la fumée s'en échappe depuis plus d'un quart d'heure. Il s'agit d'une grenade fumigène au phosphore, qui n'a heureusement pas explosé, mais qui libère un gaz toxique. Cette grenade, mais aussi ses culots d'obus, ses effondrements de terrain, ou ses sols bouleversés, nous rappellent les combats qui ont lieu ici pendant la Grande Guerre. La plupart des automobilistes qui empruntent cette route ignorent qu'il longe un champ de bataille qui a eu lieu le 25 septembre 1915, et où des centaines de Français, Tunisiens et Marocains sont morts en essayant d'atteindre le bois de Blairville. Avant de relater ce sanglant épisode de la Grande Guerre, il nous faut rendre hommage au lieutenant de Pressac. Le voici en uniforme de dragon arborant fièrement sa médaille militaire, jumelle et l'appareil photo au côté, sans doute le célèbre Vest Pocket Kodak. Ici, dans quelques circonstances de sa vie d'officier, et 2 amusantes photos prises dans des abris. À la mi-septembre 1915, le général Foch rend visite aux officiers de plusieurs régiments fraîchement arrivés et au repos dans les environs. Il leur déclare de se tenir prêts pour une attaque qui aura lieu le 25 septembre et qui fait partie d'une vaste offensive centrée en Champagne. 2 autres attaques, au nord et au sud d'Arras, ont pour but de fixer les troupes ennemies. Plusieurs unités françaises vont ainsi être rassemblées le long du Crinchon. Côté ouest du dispositif, nous avons le 82e régiment d'infanterie territoriale. Ils sont en principe dispensés des combats en première ligne, mais ont quand même affronté les Allemands du 4 au 7 octobre 1914 pour la défense d'Ébuterne avec beaucoup de pertes. On les retrouve ensuite dans différents villages du Haut-Artois et dès le début 1915 à Rivière. Le 268e régiment d'infanterie. Il est formé surtout de Poitevin, Berrichon et Tourangeau. Ce régiment a connu la Marne en septembre 1914, puis les tranchées de Belgique. Dès la fin août 1915, il est à Rivière pour compléter et aménager les tranchées du secteur du Blanc-Non et du bois des Martinets. Le 4e régiment mixte de Zouaves tirailleurs, ou RMZT, et le régiment d'infanterie coloniale du Maroc, RICM. Il arrive aussi à Rivière fin août 1915, après avoir combattu en Belgique. Le 4e RMZT est formé surtout de Tunisiens, alors que le RICM rassemble essentiellement des Français. Eux aussi vont travailler à améliorer le dispositif d'attaque en première ligne. Une autre unité militaire, le 6e génie, va jouer un rôle majeur dans la conduite et l'exécution de ces travaux. Sur cette photo des funérailles de l'un des leurs, on les voit qui portent l'insigne des sapeurs, les 2 haches entrecroisées. Depuis le début de l'année, le secteur de Rivière est considéré comme relativement calme. C'est le moment de se détendre dans les cagnards, de se faire photographier, de s'y adonner aux artisanats d'amateurs, aux arts plastiques ou au sport. On peut aussi participer à des spectacles, comme celui-ci qui a lieu à la brasserie, avec le lieutenant de Pressac comme animateur. Mais c'est aussi, chose moins drôle, l'occasion de manœuvres, séances d'entraînement ou d'instruction, la remise de condamnations et récompenses. Ainsi cette citation à l'ordre du jour, émouvante, datée du 20 septembre, elle met à l'honneur Adrien Aubéry, simple soldat du 4e RMZT, qui à l'âge de 52 ans s'est engagé pour la durée de la guerre, à condition d'être affecté dans la même unité que son fils. Un fils de 23 ans qui vient d'être tué au combat. De l'avis du curé de la paroisse, les offices célébrés par lui-même ou par les aumôniers militaires sont remarquablement bien suivis. 2200 messes ont été célébrées dans la commune dans l'année 1915. Ici une maxime pour le moins discutable pour un chrétien.
Les cimetières ont été improvisés en divers endroits de la commune, au Blanc-Mont, à la Brasserie, à Belle-la-Cordelle et à Bellecour. Les photos ou dessins d'après nature montrent que nos poilus n'avaient pas toujours la fière allure des publicités et magazines. L'avant-veille du jour J, le lieutenant-colonel Larocque dresse ainsi l'inventaire de ce que ces hommes du RICM doivent emporter pour l'attaque. Un bidon plein d'eau, une musette avec 2 jours de vivres et une autre pour les munitions, des pansements, un casque pour ceux qui en ont un couteau pour les nettoyeurs de tranchées, le livret et la médaille personnelle, des fusées éclairantes, une cagoule contre les gaz de combat, 2 sacs à terre, un outil portatif au ceinturon, une toile de tente, des signaux à bras, une liste à laquelle on peut ajouter un complément personnel. En 1915, les Français ont compris l'importance de tranchées profondes et au tracé en zigzag comme le montre cette photo aérienne. Ces tranchées sont complétées par des champs de barbelés infranchissables en l'état par les fantassins. Sont apparues aussi les premières cagoules contre les gaz de combat et sa petite corne d'alerte pour l'homme de garde. L'esprit taquin des combattants français peut s'exprimer avec ses fausses sentinelles et ses faux canons, censés attirer d'inutiles tirs adverses. On installe des périscopes pour les tranchées et des postes d'observation pour les artilleurs arboricoles. Apparaissent aussi des moyens d'observation plus efficaces, comme le ballon, ainsi que les premiers avions, fragiles assemblages de bois et de toile, sujets à des atterrissages forcés dans les lignes adverses. On leur doit cette belle photo du champ de bataille, prise 12 jours avant l'attaque. Bien qu'en partie cachées par les arbres, les lignes allemandes apparaissent mieux organisées en profondeur que les françaises. La radio n'existe pas encore, et on se contente du téléphone filaire à l'installation peu commode. Le populaire canon de 75 fait alors l'orgueil de l'armée française. Les Allemands disposent, eux, de 2 armes terriblement efficaces, le Minenwerfer et la mitrailleuse Maxim. Les premières automitrailleuses françaises apparaissent à Rivière et à Baumé. L'alimentation dans les tranchées françaises est relativement satisfaisante, grâce aux cuisines roulantes installées non loin du front. De même que les infirmeries aidées par de courageux brancardiers. Ainsi, le père Teilhard de Chardin, du 4e RMZT, père jésuite, géologue et anthropologue, brancardier volontaire, est titulaire d'une citation datée du 1er septembre. Voici l'ensemble du champ de bataille vu de l'ouest. Et le voici sur une carte d'époque. Les combats qui nous intéressent se situent essentiellement aux confins des communes de Blairville, Rivière, Ouailly et Ficheux. Un élément important est ici la carrière de Blairville. Une carrière de sable connue depuis longtemps et dont les Allemands avaient vite compris l'intérêt militaire. Une cavité large et profonde, à l'abri des regards et des tirs directs de l'ennemi. Ils y avaient creusé tunnels et abris, susceptibles de recevoir quantité de matériel et munitions amenés par une petite voie ferrée. La voici à l'entrée du tunnel principal Niedersachsen, autrement dit de Basse-Saxe. Cette carte montre l'état des lignes françaises et allemandes au moment de l'offensive. La photo aérienne est prise 12 jours avant l'attaque. Y sont tracés en rouge les travaux à réaliser, et ceci sous les feux de l'ennemi. C'est le travail en particulier du génie. Le 6e régiment du génie est arrivé à Rivière dès le 30 août et a été chargé d'organiser et réaliser ses travaux d'approche. Il participera ensuite à l'attaque du 25, une date qui a été maintenue malgré le mauvais temps. Les territoriaux du 82e hérité doivent tenir le secteur situé à l'ouest de la route Rivière-Blairville. Le régiment connaît parfaitement ces tranchées qu'il occupe et entretient depuis des mois. Le Blanc-Mont, son moulin, sa carrière, la brasserie, le château de Bretancourt où il a creusé des abris. Depuis l'Ozeret, il doit surveiller la Burlotte, une ferme fortifiée par les Allemands. Ils doivent rester sur place et n'auront aucune perte le jour de l'attaque.
le 268e RI occupe une zone qui va de la route de Blairville jusqu'au bois des Martinets. Les hommes vont y connaître l'enfer. Le journal de marche de l'unité indique que les bombardements préalables au canon de 75 n'ont pu ni détruire complètement les barbelés, ni faire taire les mitrailleuses ennemies postées dans des blocos. Sortis des tranchées, ils n'ont parcouru que quelques dizaines de mètres avant de devenir la cible des canons et mitrailleuses. Les Allemands qui s'étaient retirés un temps des premières lignes y reviennent pour tirer au coude à coude sur les Français. La progression est devenue impossible. L'échec est total. Des centaines d'hommes sont hors de combat. Terrés dans des trous d'obus, les rescapés attendront la nuit pour essayer de regagner les tranchées françaises. Un témoin de l'attaque, Maurice Laurentin, a représenté de façon saisissante les soldats fauchés par la mitraille, avec au loin la corne du bois de Blairville. Le lieutenant de Pressac a pris cette photo depuis les tranchées de Bretancourt. On y voit le bois de Blairville bombardé par l'artillerie française en prélude à l'attaque. La lecture du journal de marche du RICM nous apprend qu'il a eu pour mission de prolonger les boyaux existants et d'installer de nouvelles parallèles de départ. Le 24 septembre, il laisse la place au 4e RMZT et se place le lendemain derrière lui en soutien. Ce journal indique que le 4e RMZT est constitué de 2 bataillons placés côte à côte. Celui de droite a pu progresser jusqu'au Moulin de Ficheux, au-delà de la corne du bois de Blairville, mais celui de gauche est resté bloqué par les fils de fer allemands. L'ordre d'arrêt des opérations est donné vers 19h. Et le journal du RICM conclut: la situation est donc revenue à celle du 25 au matin. Là aussi, à midi 25, comme prévu, les hommes jaillissent des tranchées et progressent malgré le tir des mitrailleuses allemandes qui les prennent de flanc. Le journal de marche du 4e RMZT précise que ce sont les commandants Caillé et Lefebvre qui sont à la tête des 2 bataillons cités précédemment. Eux aussi ont signalé que les brèches faites dans les défenses allemandes étaient insuffisantes pour permettre une attaque efficace. Comme on l'a vu, le bataillon Lefebvre reste bloqué par les barbelés et son commandant est tué à la tête de ses hommes. À midi 45, une partie du bataillon Caillé atteint le moulin de Ficheux et s'y retranche. Et vers 14h, l'ennemi s'est totalement réinstallé dans ses tranchées et fauche les Français de ses tirs meurtriers. Toute progression est devenue impossible. Et ce n'est qu'à la nuit que les éléments parvenus au moulin de Ficheux reviendront dans leur ligne par petits groupes. Le lendemain, 26 septembre, le général commandant la 10e armée ordonne de reprendre les attaques de la veille. Mais un épais brouillard arrête heureusement les opérations. Signalons que c'est du commandant Lefebvre dont parle Teilhard de Chardin dans une de ses lettres. Mon meilleur ami au régiment et le plus admirable soldat que j'ai connu, ce pauvre commandant Lefebvre, pour être sûr que ces Africains le suivent, est sorti le premier, levant son képi et criant « En avant, mes amis, c'est pour la France !» et est tombé 20 pas plus loin en faisant le signe de croix. Cette page du journal du 4e RMZT donne le bilan humain de la journée du 25 septembre. On dénombre 99 hommes de troupes tués, 411 blessés et 198 disparus. Signalons le cas du sous-lieutenant Mohamed Ben Salah, porté ici disparu, mais qui repose actuellement au cimetière de Bellacourt. L'historique du régiment, daté de 1919, dénombre lui 115 tués, 506 blessés et 240 disparus. Mais ceci n'est que le bilan de la journée, et bien des hommes étaient tombés lors des travaux préparatoires. Et d'autres sont morts de blessures après l'attaque. Le nombre de morts causés par l'attaque du 25 septembre est donc bien supérieur à ce qui est donné ici. Le RICM, moins exposé, a nettement moins souffert. Son journal de marche donne 102 hommes hors de combat, dont 23 tués pour le jour de l'attaque. Pour établir un bilan chiffré du 268e RI, nous disposons du journal de marche de l'unité et d'un historique paru en 1921.
et 2 documents s'accordent sur un total de 293 hommes de troupes hors de combat, dont 27 tués. Le fichier Mémoire des hommes nous donne, lui, le nombre de 94 morts pour la France dans cette unité pour ce jour-là. La confrontation de ces sources nous permet de dresser une liste nominative des individus tombés ce jour-là, avec un total de 99 hommes tués. Grâce au fichier Mémoire des hommes, on peut aussi établir une liste des sapeurs du 6e génie tombés à cause de l'attaque, et le jour de l'attaque en caractère gras. On ne déplore aucune perte au 82e hérité pour le 25 septembre. Ceci est normal puisque le régiment n'a pas participé à l'assaut lui-même. Mais on peut s'interroger d'une façon plus générale sur les causes de mortalité chez les territoriaux. Ainsi, dans le cimetière militaire de Bellacourt à Rivière, on trouve la tombe de Pierre Legland, territorial au 81e. Il s'est suicidé le 6 septembre 1915 à Rivière. Toujours à Rivière, Étienne Hervaux, de la même unité, se suicide le lendemain. Ceci n'est pas exceptionnel puisque dans le 82e et pour l'année 1915, on note que 4 autres territoriaux se sont suicidés. D'autre part, sur un total de 98 décès, 65 sont dus à la maladie, en particulier la typhoïde. Ceci nous donne une idée des conditions de vie de nos territoriaux. Dans ces journaux de marche et historiques de ces régiments, on évoque les causes de l'échec de l'attaque. Presque tous s'accordent sur l'insuffisance de préparation de l'artillerie, qui n'a pas pu détruire la totalité des barbelés, piège mortel pour l'infanterie. On semble aussi avoir sous-évalué la solidité des tranchées et abris allemands, ainsi que l'efficacité de la défense élastique, pratique pourtant connue de l'armée allemande. On évoque enfin des problèmes de circulation des fantassins dans leurs boyaux au moment de l'attaque. Autant d'éléments qui font s'interroger sur la compétence de l'état-major organisateur de l'attaque. Une partie seulement des hommes tombés ce jour-là ont pu être ensevelis dignement. Leurs corps furent rassemblés dans des cimetières provisoires à Rivière, en particulier ceux du Blanc-Mont et de la Brasserie. Par la suite, la plupart furent rassemblés dans d'autres cimetières, mais il en est resté 28 au cimetière militaire de Bellacourt. Toutes ces tombes sont celles de jeunes gens morts pour une attaque de diversion. Ils venaient d'un peu partout en France et méritent qu'on aille les saluer.